Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV et avant toute chose, meilleurs vœux pour l'année 2024, bonne année à vous tous. C'est aussi un petit peu pour ça que ça fait à peu près une semaine que j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'entre le nouvel an, le boulot, etc., ça a été un peu compliqué et du coup, 4 matchs se sont déroulés depuis la dernière vidéo. C'est un peu emmerdant, perso je préfère faire des vidéos entre 20 et 25 minutes où je peux revenir sur 2 matchs et il y a un peu plus le temps de revenir sur certains points tactiques, etc. Là, 4 matchs, j'ai pas envie de faire des vidéos qui dépassent la demi-heure, etc. Donc on va essayer de condenser tout ça le plus possible. Donc 4 matchs avec un bilan de 1 victoire, 3 défaites. Et un point commun dans ces 4 matchs quand même, c'est qu'on a pu s'apercevoir à quel point notre jeu offensif est ultra, ultra laborieux en l'absence de Vucevic. On en parlait déjà dans la dernière vidéo où c'était le premier match qu'on jouait sans Vucevic et André Drummond avait été exceptionnel avec 24 points, 25 rebonds. Mais on disait à ce moment-là que voilà, offensivement, pour les autres joueurs, c'est pas la même chose sur le plan offensif d'évoluer avec Drummond ou avec Vucevic en pivot. L'animation n'est pas la même. Tu peux pas utiliser Drummond en pick and pop, ni en tête de raquette, en post-up pour ensuite ressortir la balle. Euh, Voir les joueurs qui vont cutter backdoor, etc. Parce que c'est pas du tout ses qualités à lui. Il a d'autres choses qui nous ont bien aidés dans cette série de matchs. Mais c'est pas la manière avec laquelle il fluidifie le jeu offensif. Ça, c'est beaucoup plus quelque chose que Vucevic est capable de faire, qui peut apporter du spacing, parce qu'il voilà, il va s'écarter du cercle, il va forcer son mec à venir sur lui. Drummond, s'il est à plus de 3 mètres du cercle, son vis-à-vis va pas venir défendre sur lui, parce qu'il va se dire, oh, bah, ok, vas-y, shoot, mon gars, parce que vas-y, je te regarde. Donc voilà, déjà que là, il loupe des lay-ups à ça du cercle. S'il est à plus de 3 mètres du cercle et que tu l'obliges à prendre des jumpers, ouais, non, clairement, les défenses, ils vont dire, bah vas-y, hein, pas de problème. Donc c'est tout de suite différent. Et juste, voilà, la balle circule moins vite. Il y a beaucoup moins de fluidité dans tout ce qui est voilà, mouvement avec les passes, etc. Parce que c'est pareil. Si tu postes Drummond tête de raquette, balle en main, les mecs autour, ils vont pas forcément cutter, etc. Parce que quand c'est Vucevic, ils savent que la passe va arriver. Drummond, c'est pas si qualité d'être un super, super bon passeur. Donc voilà, ça génère moins de mouvement autour, alors qu'avec Vucevic, c'est tout de suite plus fluide. Et là où il excelle, Vucevic, c'est les avant-dernières passes. Voilà, il attrape la balle, il sait exactement où ça va, il n'y a pas de perte de temps, quoi. C'est beaucoup plus fluide. Et donc du coup, bah voilà, quand on n'arrive pas à avoir ce flow et ce rythme offensif, bon, on voit énormément de possessions avec des shoots forcés. En fin de possession, parce que voilà, il faut bien prendre un tir et on n'a pas réussi à trouver quelque chose de correct jusque-là. Et le problème, c'est que dans ces situations-là, à part DeRozan ou Kobe White, bah, t'as pas grand monde capable de créer son propre shoot et d'aller mettre des points, quoi. Donc, le reste de l'équipe, tous les Patrick Williams, les Ayo Dosunmu, etc., ça dépend beaucoup d'autres choses. Ça dépend du collectif, ça dépend des transitions. Donc, du coup, on marque beaucoup de transitions parce qu'avec notre défense, on arrive à intercepter des ballons et à filer de l'autre côté. Euh, donc c'est une arme qui a toujours été importante pour nous cette saison, mais là encore plus en l'absence de Vucevic. On marque sur donc les transitions, mais aussi des rebonds offensifs de Drummond, et Dieu sait qu'il en a pris un paquet. On provoque quelques lancers francs, mais dès qu'on est sur jeu placé, on galère. Les équipes adverses, elles font défense de zone pour nous forcer à shooter à 3 points, et même quand on est ouvert, vu que c'est des shoots qui n'arrivent pas sur des mouvements fluides, qui sont pas dans le rythme, etc. Et bah c'est des shoots qu'on loupe parce que voilà, ils sont plus forcés qu'autre chose. Parce que ah tiens, tu vois, je suis ouvert, je vais shooter, mais c'est pas tiens la balle est arrivée comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, boum, ça m'a permis d'être ouvert. Et donc c'est un peu compliqué. Là sur ces 4 matchs, je vais vous donner des stats. Asseyez-vous parce que ça fait flipper. Hein. Sur les 4 matchs là qu'on vient de passer, on tourne à 101 points par match, 101,5 points par match, donc c'est ridicule. 20,2 passes décisives par match. Donc là, dans ces deux secteurs, il y a une chute considérable quand même. Hein. Et aussi une adresse, mais alors d'une dégueulasserie absolue. 42,6% au shoot, avec 154 tirs réussis sur 361 tentés. Et à 3 points, c'est encore plus ignoble. 34 réussites sur 131 tirs. 25,9% à 3 points sur les 4 derniers matchs.
et ça inclut Kobe qui en a mis 6 dans le dernier match. Hein. Donc dans le détail, voilà, on a fait 3 matchs de suite à 7 tirs à 3 points inscrits, 7 sur 27 face à Indiana, 7 sur 35 le premier match face aux Sixers, 7 sur 37 le deuxième match face aux Sixers, et 13 sur 32. Alors en termes de volume, c'est là, hein, 3 matchs de suite à plus de 30 tirs à 3 points tentés. Mais en termes de réussite, bah, c'est absolument dégueulasse, quoi. Alors c'est aussi le moment de rappeler qu'on est l'équipe qui a disputé le plus de matchs hein, dans cette saison régulière jusqu'ici, que Kobe White mène la ligue aux minutes disputées, et qu'en plus là, il était bien diminué. Donc tu as la fatigue cumulée pour tout le monde, tu as le manque de rotation parce qu'il te manque 3 joueurs importants, tu as le manque de création, il te manque du talent aussi, hein, il faut le dire à un moment donné. Donc c'est quand même difficile de faire des miracles. Hein, et donc voilà, on va essayer de revenir un petit peu match après match, mais tu regardes les Pacers. Donc ce match contre Indiana, c'est quand même, autant nous, on joue lentement, on aimerait pouvoir jouer vite, mais on peut pas trop parce qu'il nous manque du monde, on est fatigué, etc. Indiana, ça fonce dans tous les sens. Tyrese Haliburton, meilleur meneur de la ligue. Je pense que, je sais pas si on peut vraiment débattre sur ça. Pour moi en tout cas, il est fabuleux. C'est un de mes joueurs préférés dans toute la ligue. Quand les Bulls jouent pas et que je mets d'autres matchs, je mets souvent Indiana quand même parce que Tyrese Haliburton il est extraordinaire. Et le mec donc il a dirigé la manœuvre d'une main de maître, il a imposé le tempo, il a rentré des shoots de partout. Dès le premier carton, il en met un depuis le logo quasiment. Et comme il n'est pas le seul, bon, on se retrouve assez vite largué dans ce match-là. On revient un petit peu dans le deuxième quart-temps avec quelques seul plays, mais ça dure pas bien longtemps. Au milieu du troisième quart, on est mené de 25 points et on subit, quoi, parce qu'on fait des switches en permanence qui n'ont aucune efficacité, on bloque pas un drive, on rentre pas un tir ouvert. Et puis d'un coup, on revient grâce, entre autres, à un gars, c'est Dalen Terry, qui est meilleur match de sa carrière. Là, la deuxième mi-temps, là, ce passage-là, il a été énorme. Des hustle play, des contests, des mains actives. Il provoque un passage en force d'un côté. Il met une bâche sur Mathurin de l'autre côté, qui était son coéquipier à Arizona. Il va mettre un lay-up en transition. Il a été énorme. Et en grande partie grâce à lui, Chicago a démarré un énorme run pour au final passer devant dans le quatrième quart-temps. Donc on avait 25 points de retard au milieu du troisième. Et puis progressivement, on a fini par passer devant. On menait 91-90 à genre 6 minutes de la fin. Sauf qu'Haliburton, il a fait bon, ça suffit maintenant. Il a remis une accélération. Il a mis 2 paniers à 3 points. Il a mis une passe énorme pour Miles Turner inside qui a mis un end-one. Et derrière, c'était plié. Au final, Indiana s'impose de 16 points. Donc ils nous ont pulvérisé sur les 5-6 dernières minutes. Tyrese Haliburton avec 21 points, 20 passes décisives, qui sont record en carrière à ce moment-là, et aucun ballon perdu. Monstrueux. Le match d'après, il fait 23 passes décisives. Et là, il a encore fait un autre match récemment avec 0 ballon perdu et au moins 15 passes décisives. Enfin bref, là en ce moment, il a été élu joueur de la semaine. Et non, il est extraordinaire. Extraordinaire. Tyrese Haliburton, fabuleux. D'un Tyrese à un autre, et lui aussi c'est un joueur que je surkiffe regarder jouer, c'est Tyrese Maxey. On va parler des 2 matchs face aux Sixers. Alors le premier c'était sans Joel Embiid et les Sixers étaient en back-to-back. Et ce qui s'est surtout vu dès le début, c'est André Drummond qui était absolument partout. Il met un reverse, super passe pour DeRozan, des hustle play, des rebonds. Philadelphie va même faire des prises à 2 sur lui. C'est genre, qu'est-ce qui se passe quoi. Euh, Ce qu'ils font aussi, surtout, c'est des défenses de zone et tout de suite on galère. Quoi. On met pas un shoot, on survit, mais vraiment on survit grâce au rebond offensif de Drummond en fait. Et on met quelques secondes chance. Il y a un 3 points d'Alex Caruso, il y a un dunk de Patrick Williams parce que voilà sur des secondes chances quoi. Et du coup, quand Drummond prend 3 fautes à quelques minutes de la mi-temps, tu te dis ah merde, ça va nous emmerder, ça pue. Mais en fait, DeRozan va être excellent pour prendre les choses à son compte, enchaîner les jumpers, les mid-range, les attaques du cercle, les and-one. Il va même faire le too small sur Pat Bev après lui avoir remis un shoot sur la tronche. Donc on mène à la pause et plus le match avance et plus tu te dis c'est bien de jouer les Sixers qui sont en back-to-back parce que nous on n'arrive pas à foutre du rythme parce qu'on est éclaté. Mais les Sixers qui sont éclatés à cause du back-to-back et sans jouer l'ambide, ils mettent pas beaucoup de rythme non plus. C'est vraiment un match qui a été très très lent. Le score est ridicule. Pour la NBA actuelle, dans les standards de la NBA actuelle, le score final il est ridicule. Je crois qu'on gagne 105-92, un truc comme ça. Bref, à part Tyrese Maxey qui multiplie les attaques du cercle et quelques paniers à 3 points de Melton,
Voilà, Philadelphie aussi, c'est pas grandiose en termes d'attaque placée, en termes de rythme, etc., quoi. Il n'y a pas franchement une énorme participation de leurs joueurs du banc, tout ça. Donc voilà, on voit des bons passages de Terry Taylor, par exemple, qui met quelques paniers, qui met un reverse, etc., qui joue pivot malgré son 1m94. Dalen Terry est encore bien bon sur ce match-là avec des hustle plays, des bons rebonds. Il met même son troisième tir à 3 points de la saison et il est totalement démarqué sur le côté. Mais même comme ça, tu te dis, c'est chaud parce que c'est quand même Dalen Terry. Et il a mis celui-là, donc t'es plus surpris qu'autre chose quand il le met, mais enfin voilà, il en a mis un sur ce match-là, donc tant mieux. Sachant qu'après, on va en reparler, il a fait des vilains airballs. Mais bref, Euh, sur la fin de match, on profite de pas mal de lancers francs, surtout parce que les Sixers veulent faire du hack Drummond. Bien mal leur en a pris parce qu'il a fait 2 sur 4 au lancer et derrière il a claqué un énorme dunk bien servi par DeRozan en guise de vengeance. Puis il a mis une claquette, enfin bref, il a encore été énorme sur la fin de match. Il finit avec 15 points et 23 rebonds. Et on s'impose donc 105-92, ce qui est le score le plus bas des Sixers cette saison. Ils n'avaient jamais aussi peu inscrit de points. Et donc voilà, c'était une belle victoire pour clôturer 2023. Pas forcément le match le plus dingue, mais voilà, battre quand même les Sixers, sachant que ça ne nous est pas arrivé souvent ces dernières années. Et là, on les a battus 2 fois en l'espace d'une dizaine de jours. C'était quand même propre. Mais il a fallu démarrer 2024 à Philadelphie et clairement les Sixers étaient très très revanchards. En plus, ils récupéraient Zach LaVine. Alors déjà, donc c'est un road trip, un mini road trip, un back-to-back à Philadelphie et à New York. Déjà sur le papier, ça pue. En plus, donc Vucevic et Zach LaVine et Torrey Craig étaient encore absents, même si Zach LaVine a été annoncé envoyé au Windy City Bulls pour faire quelques entraînements avec l'équipe de G-League pendant que nous on était en déplacement, histoire d'augmenter, monter en puissance et retrouver un peu de rythme. Et là, Vucevic et Zach LaVine sont annoncés questionable pour le match de ce soir face à Charlotte. Donc on va voir, il y en a au moins un qui devrait revenir, peut-être les deux. Visiblement, la tendance serait plus à un retour de Zach LaVine. Mais il est possible que Vucevic soit également là. On va suivre ça, mais on devrait en avoir au moins un et ça devrait être Zach qui reviendrait ce soir. Mais bref, donc ça c'est ce qui était annoncé avant de partir en back-to-back à l'extérieur à Philly et à New York. Et ça a été extrêmement, extrêmement vilain ces deux matchs, hein. Le match à Philadelphie, on a tenu une bonne minute. Ouais, ouais, allez, 1 minute 15 pour être généreux, mais par contre derrière, rideau. C'était cuit d'entrée. D'entrée. Philadelphie avec Joel Embiid qui était donc de retour défensivement. Aucun accès au cercle. Allez mes amis, shootez des 3 points et on verra ce qu'on fait. Et puis comme on n'a pas été foutu d'en mettre un, bah voilà. Même quand c'est arrivé sur des bons tirs, quoi, des shoots qui étaient ouverts, mais encore une fois sans être dans le bon tempo, sans être dans le bon flow, tu vois, il n'y avait pas de fluidité, donc du coup on a pas mal briqué nos 3 points. Alors que Philadelphie par contre, dans tous les sens, que ce soit Maxi, que ce soit Embiid, que ce soit Batum, que ce soit n'importe qui, 3 points ça rentre, 3 points ça rentre, 3 points ça rentre. Harris, tout ça. Nous le premier quart-temps, on était à 0 sur 10 à 3 points. Philadelphie, ils ont commencé à 6 sur 7 derrière l'arc. Ils étaient à 7 sur 11 dans le premier quart-temps. Et ils vont prendre une avance monumentale parce qu'ils vont mener de 29 points après genre 7-8 minutes dans le premier quart-temps. Ils vont mener 41-12. C'est le plus gros écart dans un premier quart-temps de toute la NBA cette saison. Et derrière, tu sais que c'est mort. Tu le sais que c'est mort parce qu'en plus, dans le deuxième quart-temps, Joel Embiid, il nous dépouille à l'intérieur, il nous fracasse, il joue physique, il va provoquer des fautes. Voilà, peu importe qui tu mets en face, Drummond, Taylor, etc. Et comme en plus les autres Sixers continuent de mettre des 3 points dans tous les sens, et que nous, au lieu non seulement on n'en met pas, mais en plus on fait des airballs avec Terry, etc., notamment. Bref, c'est un carnage. C'est un carnage. On est largué à la pause, on est largué après 3 quarts temps, mais Joel Embiid reste là parce que lui, il doit faire ses stats, hein. Il a une série de matchs à plus de 30 points à poursuivre. Donc voilà, tant qu'il a passé 30 points, voilà, il attaque le cercle, il obtient des lancers, il met ses lancers, il fait des claquettes. Au final, il termine avec un triple-double et 30 points au bout de 3 quarts temps, donc après on ne le revoit plus. Et le quatrième quart, c'est un garbage time géant où Philadelphie ne met pas un point, mais pas un point dans les 8 ou 9 dernières minutes du match, prend un 17-0 de la part du banc des Bulls, du bout du banc des Bulls, et même en prenant un 17-0 sur les 8-9 dernières minutes du match,
il s'impose de 13 points. Parce qu'on était à moins 30. Non, c'est ouf. C'est ouf. Donc on s'incline 110-97. Les rares satisfactions dans ce match, donc c'est Terry qui a encore fait, malgré 2 airballs à 3 points, le reste, il a été top défensivement, bien placé. Ça, c'est un truc qui est très très fort avec Terry, c'est que dans son placement défensif, c'est de mieux en mieux. C'est quelque chose à souligner parce que c'est vraiment intéressant. Euh, il est toujours alerte, il a toujours les mains actives pour couper des lignes de passe, voler un ou deux ballons, lancer des transitions ou les finir lui-même. Euh, il se met en opposition, il va essayer de provoquer des passages en force, il va chercher des bons rebonds. Je crois qu'il finit avec quelque chose comme 6 points, 7 rebonds, 8 rebonds, 7 passes dans ce match. Donc voilà, il a donné quelques bonnes passes aussi. Il a été très très bon, sauf pour shooter, quoi. Et deux autres joueurs qui ont été intéressants, mais ça reste que du garbage time, c'est les très bonnes entrées de Julian Phillips et de Sanogo. Euh, Phillips avec un super drive, un panier à 3 points, une bonne défense. Sanogo, il a mis un end-one, il a une bonne présence sous les deux cercles, etc. Des minutes de qualité, mais ça reste du garbage time. Donc c'est les premiers points de la carrière de Sanogo en NBA, qui n'avait joué que 30 secondes jusque-là, et c'était genre quelques jours avant. Mais voilà, on a pu au moins l'observer un petit peu. Il a fait 8 points, 6 rebonds. Donc voilà, encore une fois, ça reste que du garbage time. Ça reste difficile de vraiment juger sur ça. Mais en tout cas, ce qu'on a vu était intéressant. Il y a eu des bons mouvements, etc. Donc on va prendre. Parce que de toute façon, on n'a que ça à prendre le concernant. Le petit souci, c'est que Patrick Williams et Kobe White sont tous les deux sortis en cours de match, avec tous les deux une blessure à la cheville droite. Donc ils étaient un petit peu incertains pour le match du lendemain à New York, mais finalement ils étaient tous les deux dans le 5 de départ, donc ça avait l'air d'aller, mais enfin, tu sens que ça commence à s'accumuler, quoi. Parce que non seulement tu as déjà des joueurs blessés, mais ceux qui sont encore là, ils jouent plus pour compenser, et du coup il y a plus de risques de blessure. Comme on l'a dit, Kobe White il mène la ligue aux minutes disputées, donc du coup, si en plus il a un souci à son poignet pour shooter, s'il commence à avoir un souci à la cheville, ça va commencer à faire beaucoup, il y a un moment ça va péter, donc il ne faudra pas s'étonner. Il va vraiment falloir, quand Zach LaVine va revenir, etc., essayer de lui enlever 3-4 minutes par-ci par-là, si c'est possible, quoi, parce que, histoire de le faire souffler un petit peu, parce que là, tu sens qu'il est gazé, il n'en peut plus, quoi. Et c'est pas le seul, hein. Là, toute l'équipe, ils sont gazés, comme on l'a dit, c'est l'équipe qui joue le plus de matchs, donc forcément, ils ont eu plein de back-to-back, et donc justement celui-ci, qui est quand même pas une sinécure, d'aller à Philly et à New York en 24 heures. Donc voilà, et ce match face aux Knicks, donc, il a été pénible. Il a été bien pénible lui aussi. On a tenu la distance pendant à peu près une mi-temps. Encore une fois, grâce à quelques rebonds offensifs, etc. Mais aussi, les Knicks qui s'autodétruisent un petit peu en balançant des passes en tribune. Ils ont perdu 13 ballons sur la première mi-temps, les Knicks. Et nous, on a eu une adresse correcte à 3 points. DeRozan en a mis 2, Caruso, Kobe White aussi en a mis plusieurs. Euh, donc, le mix, grosse adresse à 3 points de notre part, plus beaucoup de pertes de balles pour les Knicks, ça nous a bien réussi, ça nous a permis d'être devant la pause. Mais dès que les Knicks ont dit, bon allez, maintenant on arrête de balancer les ballons n'importe où, on fait mieux circuler la balle et on arrête de les perdre comme des cons, et que nous, du coup, on a diminué en termes d'adresse à 3 points, et ben ça a fait... Le balancier, il a été incroyable, quoi. Au final, on s'est fait bousculer sans aucune surprise, quoi. On s'est fait bousculer physiquement par Hartenstein qui nous a démonté à l'intérieur. Randall, les deux, ils ont attaqué le cercle. À aucun moment on les a arrêtés. On n'a jamais fait un close-up comme il faut défensivement. On était toujours en retard. Pareil, ça c'est la fatigue. Tu n'arrives pas à faire les efforts parce que tu n'en peux plus, quoi. On n'a pas bloqué un drive. Les lay-ups, en veux-tu, en voilà. On s'est fait exploiter sur des pick and roll tout le long. Bronson, il nous a défoncé aussi. Bref, dès le début du troisième quart-temps, quand tu mettais plus un tir et que les Knicks, ça commençait à jouer sérieux, tu savais, hein. Tu savais que là, plus les minutes passaient et plus tu étais convaincu que ça y est, il n'y avait aucune chance, quoi. Ça allait pas revenir, quoi. Donc sur ce match-là, Demar et Kobe ont été très très bons offensivement. Le reste, ça a quand même pas mal pêché, hein, parce que donc, euh, si tu regardes les stats et en termes d'adresse, Demar DeRozan, il finit avec 28 points à 10 sur 13 et 3 sur 4 à 3 points, 5 sur 5 au lancer, il a été excellent. Kobe, 26 points, 9 sur 19, 6 sur 9 à 3 points, donc ça va mieux, 8 passes décisives. Le reste, Caruso, 13 points, mais 5 sur 13. André Drummond, 13 points, mais 5 sur 12.
Patrick Williams, 5 points, 5 ballons perdus, 2 sur 8. Ayo Dosunmu, 7 points, 2 sur 12, 1 sur 6 à 3 points. Jevon Carter, 2 points, 1 sur 6 au shoot, 0 sur 3 à 3 points, dont 2 airballs. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as 2 joueurs et demi avec Caruso qui est à 5 sur 13, 2 joueurs et demi qui arrivent à s'en sortir offensivement, bah, tu peux pas, tu vois, quand tu n'as pas le banc derrière pour venir filer un coup de main, voilà, c'est compliqué, quoi. Là, tout le monde est passé au travers. Ayo, Jevon Carter, mais c'était nul, mais nul, nul, affreux. Donc voilà, dans ce match-là, on a attaqué à 2,5. Donc c'est pour ça que là, ce soir, il y a Charlotte, avec possiblement le retour de Zach. Et on a besoin de points. On a besoin des points de Zach, même si c'est en ISO, même si c'est... voilà, parce que là, de toute façon, sur les 4 derniers matchs, les 5 derniers matchs, ça a été dégueulasse. Et ce qui nous a manqué, c'est un mec capable de punir la défense de zone en mettant des 3 points et de créer son propre shoot et de scorer quand les autres autour n'arrivaient pas ne serait-ce qu'à faire un mouvement pour aller au cercle. Ça, Zach LaVine peut le faire. Zach LaVine peut très bien le faire, ça. Il ne l'a pas trop montré, même sur le début de saison, mais sur l'an dernier et d'autres saisons, quand il avait un peu envie, qu'il était motivé, c'est exactement ce qu'il est capable de faire. Donc là, si il a toujours dans l'idée de partir des Bulls et de vouloir son trade, son meilleur intérêt, c'est de performer et d'aider les Bulls à gagner quelques matchs pour faire monter sa valeur et que des équipes soient intéressées. Parce qu'on est encore en train de nous dire à droite à gauche qu'il n'y a pas de marché pour Zach LaVine, que personne ne le veut, qu'il est trop cher, qu'il n'apporte pas grand-chose, nanana. À part les Lakers, parce que de toute façon, il y a toujours des rumeurs avec les Lakers. Hein. Dès qu'ils ont un peu de travers, il y a des rumeurs avec la moitié de la ligue, donc voilà. Et puis ouais, ils sont sur une sale série de défaites, donc ça va faire que s'accentuer. Mais voilà, Zach LaVine, c'est dans son meilleur intérêt d'être performant, d'être motivé, de montrer qu'il a envie d'aider cette équipe à gagner quelques matchs, même si lui, il se barre après. Mais justement, s'il revient et qu'il participe pas, qu'il n'est pas impliqué, qu'il fait comme les derniers matchs qu'il a fait avant sa blessure, encore moins de monde va appeler. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est à lui de faire les bons choix à ce niveau-là. On va espérer que Vucevic revienne aussi, parce que ça permettra quand même de fluidifier un peu plus l'attaque et retrouver un peu de flow et d'énergie, parce que là, si on doit encore se farcir que toutes ces possessions stériles où on prend des shoots forcés à la fin parce qu'on ne trouve pas d'autre solution, on va difficilement prétendre à gagner des matchs. Même si là, les 2 prochains, c'est contre Charlotte. Ce soir, c'est United Center. Et lundi soir, ce sera donc à Charlotte. Sachant que donc entre-temps, on a 2 jours sans jouer et que c'est la première fois ce mois-ci que ça arrive. Et qu'il y a 4 séquences ce mois-ci où on va avoir 2 jours de suite sans jouer. Donc il va falloir essayer d'en profiter un petit peu pour souffler, essayer de soigner un peu les petits bobos à droite à gauche. Mais enfin bon, c'est pas non plus énorme, quoi. Il y a quand même quelques back-to-back, il y a quand même des matchs qui vont s'enchaîner. Après les 2 matchs contre Charlotte, on a pas San Antonio, on a Houston. Et après, on a un back-to-back avec les Warriors et les Spurs, où on reçoit les Warriors le 12 et on va à San Antonio le 13. Merci la NBA, hein, c'est super cool. Donc voilà, on va voir, on va continuer d'essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut, mais là, on est éclaté. Il nous faudrait du repos. Il faudrait, mais vraiment, qu'on puisse avoir 3 jours de suite, genre qu'on puisse recharger les batteries, parce que là, tu sens que les mecs, ils sont au bout, quoi. Ils sont au bout. Donc, on va voir. On va essayer de rebondir là sur ces 2 matchs contre Charlotte, mais bref. Je voulais terminer sur une note positive, parce qu'il y a quand même du positif, même si c'est pas par rapport à ce qui se passe sur le parquet. C'est qu'on a eu des news de Lonzo Ball, et des très bonnes news de Lonzo Ball, parce que Billy Donovan nous a dit, donc ça c'était avant de partir sur le mini road trip en back-to-back à Philly et à New York, mais en gros, il nous a dit que Lonzo Ball poursuivait sa rééducation, que ça se passait très bien, qu'il n'y avait pas de rechute, et que les douleurs qu'il ressentait à son genou dès qu'il essayait d'en faire un peu plus après les 2 premières opérations, et qui avait donc nécessité la 3e opération en septembre. Non, c'était pas en septembre, c'était quand? Je sais plus. Mais enfin bref, la 3e opération, donc cet été, qu'on annonçait le truc qui avait jamais été fait en NBA. Désormais, il n'a plus aucune douleur, il ressent plus de douleur quand il en fait plus, quand il accélère, quand il monte en puissance dans tous les exercices qu'il fait. Et donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Et il devrait, courant janvier, recommencer à courir. Et donc voilà, il va reprendre du rythme, etc. Alors, on sait qu'il ne va pas jouer cette saison, hein, c'est absolument pas le plan. On ne veut pas le revoir cette saison, il faut qu'il prenne son temps, qu'il revienne bien.
Et je me posais même la question si ce serait même pas intéressant de le voir évoluer en Summer League, même si j'y crois pas du tout. Mais je me suis dit, histoire de lui faire un peu de rythme et un peu des matchs, quoi. Mais enfin bref, ça m'étonnerait parce que je pense que. Enfin, moi, je sais pas s'il peut. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on ne devrait pas le revoir avant ça de toute façon. Mais au moins, les news sont positives. Ça va dans le bon sens. C'est ce qu'on espérait en tout cas. Et maintenant, bah voilà, on sait pas vraiment avec quel niveau il sera capable de revenir sur un parquet NBA en octobre prochain. Mais en tout cas, euh, ça progresse. Il fait tout pour et il ressent pas de rechute. Il ressent plus de douleur dans son genou. Donc voilà, pourvu que ça continue dans ce sens-là pour lui et qu'on puisse le récupérer la saison prochaine, ce serait extrêmement, extrêmement positif. Donc voilà, on approche de 25 minutes de vidéo. Donc j'ai essayé de résumer grossièrement 4 matchs en si peu de temps, mais j'aime pas faire ça, donc je préfère quand même. On va se retrouver après les deux matchs contre Charlotte pour débriefer un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, les retours de Zach et ou Vooch, voir comment ça s'est déroulé, si collectivement on a vu un peu de mieux, si seulement on avait pu gagner ces deux matchs, ce serait cool aussi, parce que ce serait bien de se relancer à un moment donné. Donc voilà, la dynamique en ce moment est pas géniale, mais voilà, espérons que les retours de deux de nos trois blessés soient capables de changer un petit peu ça. Parce que Torrey Craig, il y en a encore pour 7 à 8 semaines, donc c'est pas pour tout de suite. Donc bref, comme je vous l'ai dit au début, meilleurs vœux. J'espère que l'année 2024 a bien débuté pour vous, mieux que pour les Bulls en tout cas, ce serait une bonne chose. Et puis bon, là on se retrouve après les deux matchs face à Charlotte pour débriefer tout ça. Voire peut-être après le premier match, parce que comme il y a 2 jours, j'aurai peut-être un peu le temps, on verra. Bref, à très bientôt. Et puis de toute façon, entre-temps, il y a Twitter, les articles, etc. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.